Salut à toutes et à tous, c'est Charline et je suis ravie de vous retrouver sur French Podcast pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait saliver rien qu'en y pensant, les aliments préférés et le vocabulaire savoureux de la cuisine française. Emmanuel, tu es prêt? Charline, je suis tellement prêt. Franchement, rien que d'entendre le mot nourriture en français, ça me donne faim. En plus, j'adore qu'on puisse parler de nos coups de cœur culinaires tout en aidant tout le monde à améliorer son vocabulaire. On commence fort. C'est vrai qu'en français, même les mots autour de la nourriture ont un goût particulier. On va se régaler. Mais avant tout, Emmanuel, tu te souviens de ton premier vrai plat français? Oh, comment oublier? C'était une quiche lorraine préparée par ma grand-mère. Rien qu'en y pensant, j'ai l'impression de sentir le fromage fondant. Et toi, ton premier souvenir gourmand? Alors moi, c'est sans hésiter le gratin dauphinois. Petite, ma mère le préparait le dimanche. L'odeur de la crème et des pommes de terre dorant au four, c'est toute mon enfance. Tu sais, en France, la cuisine, c'est presque sacré. C'est tellement vrai. Ce qui est drôle, c'est que chacun a son petit rituel avec la nourriture. Moi, j'associe le croque-monsieur au déjeuner rapide avec mes amis étudiants. On se retrouvait, on partageait. Parfois, c'était la bataille pour le dernier morceau. Ah, le fameux croque-monsieur, simple, efficace, mais tellement bon. Et puis, il y a la baguette, tu remarques comme elle fait partie de nos vies. Il y a quelque chose de magique à entendre le crasse de la croûte fraîche. On s'en lasse jamais. Justement, la baguette, c'est presque comme un personnage en France. Tu sais, il y a même des concours pour élire la meilleure baguette de Paris chaque année. L'an dernier, j'ai goûté celle du gagnant, un vrai bonheur. Ça me donne envie d'y participer rien que pour goûter. Mais tu sais, il n'y a pas que les grands classiques. Exactement. Il y a tellement de petites perles culinaires en France. Par exemple, tu connais la soca de Nice. C'est une sorte de galette à base de farine de pois chiches, super croustillante. J'en ai mangé la première fois sur un marché. C'était inattendu mais délicieux. La soca, oui, j'adore aussi la tielle sétoise, une tourte aux poulpes épicées. Quand tu vas dans le sud, tu découvres des saveurs incroyables. Même les desserts changent selon les régions, comme la tarte tropézienne ou les cannelés à Bordeaux. Ce qui rend la cuisine française unique, c'est cette diversité. Tu peux voyager juste en changeant de région. Et parfois, c'est le vocabulaire qui surprend. Qui aurait cru qu'un pot au feu pouvait réchauffer autant le cœur qu'un pull en hiver? J'adore cette image. Et justement, parlons un peu de ces mots, parce que le vocabulaire culinaire en français a toujours des petites surprises. Alors Emmanuel, tu as sûrement remarqué ces mots amusants qu'on utilise autour de la table, croquer par exemple. Rien que le son du mot, tu sens déjà la texture, ou miam miam, qui fait sourire tout le monde. C'est clair. Et il y a aussi ces petites expressions comme avoir la pêche ou raconter des salades. Elles font sourire, mais elles disent beaucoup sur notre rapport à la nourriture. D'ailleurs, tu sais pourquoi on dit raconter des salades? Oui, c'est parce que quand on raconte des salades, on mélange un peu de tout comme dans une vraie salade composée, et puis il y a des noms de plats qui peuvent prêter à confusion. Tu penses à des exemples? Carrément. Par exemple, les petits pois, ce sont pas des petits poissons, hein. Ou le pain perdu, qui est en fait une super gourmandise, pas du tout perdue, si tu veux mon avis. Tu m'as fait sourire, il y a une vraie richesse dans le vocabulaire français, surtout côté cuisine. Ça rend l'apprentissage bien plus amusant. Et tu sais, Charline, ce que j'aime avec les podcasts comme French Podcast, c'est qu'on peut apprendre tout ce vocabulaire en se divertissant. C'est tellement plus vivant d'écouter des exemples concrets et d'entendre les expressions dans leur contexte. Je suis d'accord. En plus, on découvre parfois des anecdotes qu'on ne trouve pas dans les manuels. Le format audio, c'est parfait pour l'intonation, les jeux de mots, et même pour s'imprégner de l'accent. Tu sais, beaucoup de gens me disent qu'ils aiment écouter en cuisinant. C'est comme si on partageait la table avec eux, tout en discutant des saveurs et des traditions. Je trouve ça génial. Apprendre une langue, c'est aussi partager des moments du quotidien. Et quoi de plus fédérateur que de parler de nourriture? Ça parle à tout le monde, quel que soit son niveau. Alors Emmanuel, ce petit voyage culinaire et linguistique t'a ouvert l'appétit. Moi, j'ai déjà envie d'aller grignoter un morceau. Impossible de résister après tout ça. Je parie que nos auditeurs vont avoir des idées de plats à tester ou de mots à glisser dans leur conversation. C'est ça la magie du podcast français. Merci à tous de nous avoir écoutés sur French Podcast. Continuez à explorer, à goûter et bien sûr à parler français. On se retrouve très bientôt autour d'un nouvel épisode et qui sait peut être autour d'un bon repas. Prenez soin de vous, régalez-vous bien et à très vite pour de nouvelles découvertes savoureuses. Salut Charline, salut à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises.
Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration du français sous un angle particulièrement savoureux. Ah oui, On va plonger dans le monde de la nourriture et comment elle influence la langue. Mais pas seulement, on regardera aussi les phrases utiles au quotidien et même comment les podcasts peuvent aider à progresser. un programme alléchant, effectivement. Le français a cette capacité incroyable à intégrer des éléments culturels très forts. La nourriture, c'est un exemple parfait. C'est clair ? Ce n'est pas juste manger pour vivre, hein. C'est un art de vivre. Et ça se voit directement dans les expressions, dans la manière de parler. Comprendre ces liens, c'est vraiment entrer dans la richesse de la langue. Tout à fait. Et pour nous guider dans cette exploration, on a rassemblé plusieurs documents. On a un article sur les expressions idiomatiques liées à la nourriture, une liste de questions pour lancer la conversation sur le sujet, D'accord ? un guide du Conseil de l'Europe avec plein d'expressions pratiques pour tous les jours, des articles sur comment apprendre avec les podcasts, une transcription d'une discussion sur les goûts, des listes de vocabulaire et même quelques rappels de conjugaison. Pas mal de choses. Oui, une belle collecte. Notre objectif, là, c'est de, distiller l'essentiel de tout ça. On cherche les pépites, les outils concrets, et puis les éclairages culturels qui peuvent faciliter une meilleure compréhension, une meilleure utilisation du français de tous les jours. C'est ça. L'idée, c'est de rendre tout ça accessible et, si possible, amusant. Exactement. Rendre l'info aussi digeste qu'intéressante. Alors commençons par ce qui met l'eau à la bouche, les fameuses expressions idiomatiques liées à la nourriture. L'article 13 expressions françaises avec la nourriture, il en propose des vraiment très imagés. Par exemple, mettre les pieds dans le plat. Ah oui, celle-là. Ça veut dire aborder un sujet sensible, mais de façon assez maladroite, brutale même. L'image est forte, on imagine bien la scène. Hmm. L'article donne l'exemple de Paul qui demande à Julie pourquoi elle est toujours célibataire, en plein repas de famille. Le classique pied dans le plat. On dirait aussi faire une gaffe. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant avec ces expressions, c'est qu'elles utilisent souvent des choses très quotidiennes. Le plat en cuisine, la nourriture de base, comme vous disiez. Oui, Elles sont ancrées dans une réalité très concrète. Ça les rend vivantes, mais ça peut être déroutant si on cherche le sens littéral. Le sens figuré est essentiel. c'est tout à fait vrai. Une autre que je trouve très parlante, raconter des salades. Mhm. Mentir, inventer des histoires. C'est comme si on mélangeait plein d'ingrédients différents un peu n'importe comment pour créer une illusion. Ou alors être soupe au lait. Ah, celle-là, elle est très visuelle aussi. Oui, ça décrit quelqu'un qui s'énerve, mais alors très très vite. L'image du lait qui chauffe et hop, qui déborde de la casserole d'un coup. C'est parfait pour décrire une réaction un peu épidermique, non ? Tout à fait. Et cette dimension presque physique, on la retrouve ailleurs. Avoir la moutarde qui monte au nez. Oui. On sent presque le picotement, l'énervement qui monte petit à petit. C'est fascinant de voir comment la langue utilise ces sensations liées à la nourriture pour décrire des émotions humaines. Ça montre peut-être aussi l'importance qu'on accorde au repas, aux saveurs dans la culture. Absolument. Et dans un registre un peu différent, ramener sa fraise. Ah oui, oui. Intervenir tout le temps, souvent quand on n'a rien demandé, et de façon un peu agaçante. Ici, fraise, c'est la tête, en langage familier. On imagine bien quelqu'un qui vient toujours se mêler de tout. C'est ça. Et puis, il y a la plus dramatique, peut-être, c'est la fin des haricots. Ah là, oui, c'est le désespoir total. Quand tout semble perdu, plus d'espoir. Les haricots, c'était la nourriture simple, pas chère. Ne plus en avoir, c'était vraiment le symbole du dénuement le plus complet. Ces expressions, elles racontent une histoire sociale aussi, finalement. Oui, tout à fait. Ce sont comme des petites capsules de culture et d'histoire aussi. Elles montrent comment des réalités parfois anciennes continuent de façonner notre manière de parler aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier les plus positives. Ah oui, le bonus. J'allais l'oublier. Avoir la banane. Exactement. Tout simplement être souriant, de bonne humeur. La forme du fruit, elle évoque directement le sourire. Simple, imagé, efficace. Bon, après ces expressions bien colorées, passons à du concret. Comment on parle de nourriture en français ? Nos sources nous donnent pas mal de billes là-dessus. Déjà, le vocabulaire de base. On a les grandes familles. Les fruits, pommes, poires, etc. Les légumes, carottes, courgettes. Les produits laitiers, yaourt, fromage. La viande, poulet, bœuf, agneau. Le poisson. Les bases, oui. Les incontournables accompagnements. Les pâtes, le riz, les frites. Faut pas oublier les boissons, les condiments, comme le sel, le poivre, la moutarde. La liste
le vocabulaire des aliments est une bonne ressource pour ça. Avoir ce lexique, c'est déjà une première étape, c'est sûr. Ensuite, il y a le rythme des repas. En France métropolitaine, c'est assez classique. Le petit déjeuner le matin, le déjeuner à midi, le goûter, le fameux 4 heures. Ah oui, le goûter, surtout pour les enfants. Oui, mais pas que. Et le dîner le soir. Mais attention, il y a des variations régionales ou francophones. Oui, justement, la source de French School TV mentionne une différence importante avec le Québec. Là-bas, c'est déjeuner le matin, dîner le midi et souper le soir. Exactement. Une petite nuance à connaître pour éviter les quiproquos si on voyage. C'est clair. Bon, une fois qu'on a les mots et le cadre des repas, comment on exprime ses goûts Yacine? La transcription à table Yacine est intéressante pour voir ça en action. Oui, elle donne un aperçu très vivant d'une conversation entre jeunes. On voit bien les préférences de chacun. Charlie aime le poulet au curry, Mathieu adore les crêpes. Il donne même une recette express. Farine, œufs, lait, on touille et hop, à la poêle. Simple et efficace. Voilà. Lazare et Martin, eux, c'est les lasagnes, leur truc. Et Yacine, il est plus direct. Des frites avec de la hontarde. Ce qui est utile dans cette transcription, c'est aussi de repérer les expressions qu'ils utilisent pour dire s'ils aiment ou pas. J'adore ça, j'aime beaucoup, j'aime bien. Et à l'inverse, j'aime pas trop, c'est pas bon, ou la petite nuance, c'est pas si mauvais. Ça permet de moduler un peu son avis. C'est ça. Et pour aller plus loin dans la discussion, la liste des 25 questions sur la nourriture donne de bonnes pistes. Des questions comme « Êtes-vous gourmand ?» D'ailleurs, il faut bien distinguer gourmet, qui apprécie la qualité, et gourmand, qui aime manger, souvent sucré et en quantité. Oui, la nuance est importante. Ou des questions comme « Quel est le repas le plus important pour vous ? Vous êtes plutôt fromage ou dessert ?» Ces questions, elles ne sont pas anodines. Elles touchent souvent à des habitudes culturelles assez profondes en France. L'une des questions mentionne aussi « Savez-vous cuisiner ? Êtes-vous un cordon bleu ?» L'expression « cordon bleu » pour un excellent cuisinier ou une excellente cuisinière, c'est assez révélateur de l'importance qu'on donne à la cuisine maison, je trouve. C'est vrai. Et au-delà des goûts personnels, les sources parlent aussi de sujets plus larges. L'équilibre alimentaire avec la fameuse pyramide nutritionnelle, bon, c'est un idéal, parfois loin de la réalité. On est d'accord. Et puis la diversité croissante des régimes, végétariens, végétaliens ou véganes, comme on dit souvent maintenant, le bio, le sans gluten. D'ailleurs, la distinction végétarien-végétalien est bien rappelée. Le premier ne mange pas de chair animale, mais peut consommer œufs ou produits laitiers, alors que le second exclut tout produit d'origine animale. C'est une précision utile aujourd'hui, vu que ça devient de plus en plus courant. C'est vrai, c'est bien de le préciser. Bien, on quitte la table maintenant pour aborder un autre aspect essentiel, la communication de tous les jours. Le guide du Conseil de l'Europe, la liste d'expressions pour la communication quotidienne, ça a l'air d'être une vraie mine d'or pour ça. C'est exactement ça. C'est une sorte de boîte à outils qui regroupe ces phrases, ces fonctions de langage qui permettent de se débrouiller dans des situations courantes. Maîtriser ces bases, c'est souvent ce qui donne la confiance pour oser parler, même quand on débute. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve d'essentiel? Bon, déjà, les bases pour se présenter. Moi, c'est prénom, je m'appelle, et des choses très pratiques comme savoir épeler son nom ou corriger une prononciation. Ça arrive souvent au début. Ah oui, c'est utile. Ensuite, une section importante, c'est l'expression des sentiments. La joie, super, c'est génial. La tristesse, oh là là, ça va mal, je suis triste. L'inquiétude, je m'inquiète pour. Le soulagement, ouf, ça va mieux. Pouvoir nommer ses émotions, même simplement, c'est crucial pour créer du lien. Et bien sûr, dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Ce qui m'a frappé aussi dans ce guide, c'est l'accent mis sur les formules de politesse et les interactions sociales. Saluer, bonjour, salut. Répondre, ça va, et vous? Prendre congé, au revoir, à bientôt. Remercier, merci beaucoup. S'excuser, excusez-moi, pardon, désolé. On sent que c'est un code vraiment important en France. C'est absolument fondamental. Peut-être même plus que dans d'autres cultures. Ces marqueurs de politesse, ils structurent vraiment les échanges, même les plus brefs. Les maîtriser, ça change complètement la perception que les autres ont de nous. Souhaiter une bonne journée ou un bon appétit, ce n'est pas juste une formule, c'est attendu. D'accord. Le guide pense aussi à l'apprenant qui peut être en difficulté. Comment demander de l'aide? Comment on dit? Comment signaler qu'on n'a pas compris? Je ne comprends pas. Demander de répéter ou de parler plus lentement? Avoir ces phrases sous la main, ça doit vraiment dédramatiser l'apprentissage. Tout à fait. Ça permet de gérer activement la conversation, de ne pas rester bloqué.
Le guide couvre aussi logiquement comment demander et donner des informations de base avec les mots-clés qui, quoi, où, quand, comment, etc. Comment donner son opinion, je pense que, je ne suis pas d'accord, et comment interagir pour obtenir quelque chose, demander poliment, pourriez-vous, je voudrais, passer une commande, proposer quelque chose, accepter ou refuser poliment. Donc en somme, ce guide couvre vraiment les fonctions clés pour des interactions de base, mais qui sont essentielles. Plutôt que d'apprendre des listes de phrases par cœur, l'idée c'est de comprendre et maîtriser ces différentes catégories d'actions. Saluer, s'excuser, demander, refuser poliment. C'est ça la clé pour se débrouiller. Exactement. C'est un socle très pragmatique. Ça permet de gagner en autonomie et d'oser communiquer, même si le vocabulaire ou la grammaire sont encore un peu limités. C'est un vrai booster de confiance. Et pour continuer à progresser, justement, parlons un peu des podcasts. Plusieurs de nos sources les présentent comme un outil d'apprentissage super efficace. C'est vrai que ça le va en poupe en ce moment. Oui. Et il y a de très bonnes raisons à ça. L'écoute régulière de podcasts, ça offre une immersion auditive vraiment précieuse. On s'habitue au son de la langue, au rythme, à l'intonation du français parlé par des natifs, et souvent dans un contexte beaucoup plus naturel qu'un dialogue de manuel scolaire, quoi. C'est sûr. Les bénéfices qui sont cités dans les articles « Comment améliorer ton français ?» Le podcast parfait sont assez clairs. Meilleure compréhension orale bien sûr, mais aussi enrichissement du vocabulaire, y compris le langage courant, un peu informel qu'on ne trouve pas toujours dans les livres, et amélioration de la prononciation, par imitation passive. Et puis, c'est une porte d'entrée géniale sur la culture. C'est exactement ça. C'est cette exposition répétée à la langue authentique, dans un contexte qui a du sens pour l'auditeur, qui facilite l'internalisation des structures, des expressions. Le cerveau absorbe énormément, même sans qu'on s'en rende compte, sans effort conscient intense. L'important, c'est de choisir le bon contenu, celui qui nous convient. Justement, les conseils pour choisir sont assez logiques. Il faut adapter à son niveau, chercher des podcasts avec un débit clair, peut-être une transcription disponible au début si ça aide, et surtout, choisir des thèmes qui nous intéressent vraiment. La motivation, c'est le moteur. Mieux vaut écouter quelque chose qui nous passionne, même si c'est un peu difficile, que de s'ennuyer avec un podcast dit pour débutants, mais qui ne nous parle pas du tout. Tout à fait d'accord. Et la diversité de l'offre aujourd'hui est telle qu'on trouve forcément chaussure à son pied, quel que soit son niveau ou ses centres d'intérêt. D'ailleurs, les sources donnent quelques exemples, non ? Oui, pour les niveaux 1 à 2, on retrouve souvent Inner French, cité pour sa clarté, son débit adapté et ses explications. Il y a aussi des ressources de RFI, Radio France Internationale, comme Parlez-vous à Paris ou Les voisins du 12 bis. L'avantage, c'est qu'ils ont souvent des transcriptions. C'est très utile, ça. Pour les niveaux un peu plus avancés, B1, B2, Oh là là, la France est mentionnée comme offrant une langue authentique mais qui reste accessible. Des podcasts produits par des studios comme Louis Media, je pense à Émotion ou Travail en cours, sont aussi suggérés pour s'habituer à un débit plus naturel, même s'ils n'ont pas toujours de transcription. Faut accepter de pas tout comprendre au début. C'est ça, lâcher prise un peu. Et pour les niveaux avancés, C1, C2, Transfert est un bon exemple. Ce sont des récits de vie très authentiques, la langue est riche, parfois rapide, très immersive. C'est un excellent moyen de se confronter à la diversité des accents et des registres de langue en français. Absolument. L'essentiel, c'est de voir le podcast comme un compagnon d'apprentissage, quelque chose de flexible, d'agréable. C'est un complément idéal à d'autres méthodes peut-être plus structurées, comme les cours ou les manuels. Allez, un petit mot rapide sur la grammaire. C'est incontournable quand même. Les sources, que ce soit les tableaux de conjugaison ou les transcriptions, nous rappellent l'importance des verbes. Ah oui, les verbes. C'est le cœur du réacteur de la phrase française, on peut dire ça comme ça. C'est une bonne image. Sans une certaine aisance avec les verbes les plus fréquents et leur conjugaison, c'est très difficile de construire un discours qui tienne la route. On pense bien sûr aux deux piliers que sont être et avoir. Indispensable. Oui, et il faut se rappeler qu'ils ne sont pas seulement fréquents, ils sont aussi les auxiliaires. Ils sont nécessaires pour former tous les temps composés. Le passé composé, le plus que parfait, qui sont omniprésents à l'oral comme à l'écrit. Donc maîtriser leur présence, c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir ensuite exprimer des choses plus complexes. Et dans notre thème de la nourriture, on a vu passer plein de verbes utiles. Manger, boire bien sûr, mais aussi aimer, cuisiner, préparer, goûter, déguster, se régaler. Sans oublier des verbes d'action comme mettre. Mettre la table, mettre au four, ou faire la cuisine, faire mijoter. On voit beaucoup de verbes réguliers en ER, heureusement, mais il faut aussi composer avec les irréguliers. Bien sûr.
L'idée, ce n'est pas de se noyer sous des centaines de tableaux de conjugaison dès le début, mais plutôt de prendre conscience que cibler les verbes les plus utiles dans les situations courantes et maîtriser leur conjugaison au présent et peut-être au passé composé, c'est un investissement très rentable pour améliorer vite sa capacité à communiquer. C'est la structure sur laquelle on peut ensuite venir accrocher tout le vocabulaire qu'on apprend. Bien, nous arrivons au terme de notre exploration d'aujourd'hui. On a brassé pas mal de choses, hein. Les expressions idiomatiques savoureuses qui puisent dans la cuisine, le vocabulaire et les manières de parler des repas, les phrases clés pour les interactions de tous les jours, et puis l'atout des podcasts pour continuer à apprendre. Oui, ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir comment tous ces éléments se répondent, s'entremêlent. La richesse de la langue française, elle se révèle vraiment dans cette interconnexion entre la culture, la nourriture, les codes sociaux dont on parlait, les outils pratiques, le vocabulaire, les phrases utiles, et puis les méthodes d'apprentissage comme l'immersion audio. C'est un tout assez cohérent finalement. Et pour prolonger un peu la réflexion, je laisserai peut-être cette question ouverte. Au-delà de la simple communication, qu'est-ce que les choix linguistiques d'une culture nous apprennent sur ses valeurs profondes, sur sa vision du monde? Par exemple, la façon dont elle parle de nourriture ou dont elle ritualise les salutations, les excuses. Intéressant. On a vu quelques exemples avec le français aujourd'hui. Est-ce qu'il existe, dans d'autres langues que l'on connaît ou que l'on apprend, des domaines lexicaux ou des habitudes de conversation qui soient aussi révélateurs de leur culture spécifique? C'est une belle piste, je trouve, pour explorer ce lien intime entre une langue et l'identité de ceux qui la parlent. C'est une excellente question pour continuer à creuser, effectivement. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. C'est la fin de notre discussion pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration.